Plus d'une des personnes que cette matinée réunissait, ou dont elle m'évoquait le souvenir, me donnait, par les aspects qu'elle avait tour à tour présentés pour moi, par les circonstances différentes, opposées, d'où elle avait les unes après les autres surgi devant moi, faisait ressortir les aspects variés de ma vie, les différences de perspective, comme un accident de terrain, colline ou château qui apparaît tantôt à droite, tantôt à gauche, semble d'abord dominer une forêt, ensuite sortir d'une vallée et révèle ainsi aux voyageurs des changements d'orientation et des différences d'altitude dans la route qu'il suit. En remontant de plus en plus haut, je finissais par trouver des images d'une même personne, séparées par un intervalle de temps si long, conservées par des mois si distincts, ayant elles-mêmes des significations si différentes, que je les omettais d'habitude quand je croyais embrasser le cours passé de mes relations avec elles, que j'avais même cessé de penser qu'elles étaient les mêmes que j'avais connues autrefois, et qu'il me fallait le hasard d'un éclair d'attention pour les rattacher, comme à une étymologie, à cette signification primitive qu'elles avaient eue pour moi. Mademoiselle Swann me jetait de l'autre côté de la haie d'épines roses un regard dont j'avais dû d'ailleurs rétrospectivement retoucher la signification, qui était de désir. L'amant de Madame Swann, selon la chronique de Combray, me regardait derrière cette même haie d'un air dur qui n'avait pas non plus le sens que je lui avais donné alors, et ayant d'ailleurs tellement changé depuis que je ne l'avais nullement reconnu à Balbec dans le monsieur qui regardait une affiche près du casino, et dont il m'arrivait, une fois tous les 10 ans, de me souvenir en me disant « Mais c'était monsieur de Charlus, comme c'est curieux ». Madame de Guermantes au mariage du docteur Percepied, Madame Swann en rose chez mon grand-oncle, Madame de Cambremer, sœur de Legrandin, si élégante qu'il craignait que nous le prions de nous donner une recommandation pour elle. C'était, ainsi que tant d'autres concernant Swann, Saint-Loup, etc., autant d'images que je m'amusais parfois, quand je les retrouvais, à placer comme frontispice au seuil de mes relations avec ces différentes personnes, mais qui ne me semblait en effet qu'une image, et non déposée en moi par l'être lui-même auquel rien ne la reliait plus. Non seulement certaines gens ont de la mémoire et d'autres pas, sans aller jusqu'à l'oubli constant où vivent les ambassadrices de Turquie et autres, ce qui leur permet de trouver toujours, la nouvelle précédente s'étant évanouie au bout de 8 jours ou la suivante ayant le don de l'exorciser, de trouver toujours de la place pour la nouvelle contraire qu'on leur dit. Mais même à égalité de mémoire, 2 personnes ne se souviennent pas des mêmes choses. L'une aura prêté peu d'attention à un fait dont l'autre gardera grand remords et, en revanche, aura saisi à la volée, comme signe sympathique et caractéristique, une parole que l'autre aura laissé échapper sans presque y penser. L'intérêt de ne pas s'être trompé quand on a émis un pronostic faux abrège la durée du souvenir de ce pronostic et permet d'affirmer très vite qu'on ne l'a pas émis. Enfin, un intérêt plus profond, plus désintéressé, diversifie les mémoires, si bien que le poète, qui a presque tout oublié des faits qu'on lui rappelle, retient une impression fugitive. De tout cela vient qu'après 20 ans d'absence, on rencontre, au lieu de rancunes présumées, des pardons involontaires, inconscients. Et en revanche, tant de haine dont on ne peut s'expliquer, parce qu'on a oublié à son tour l'impression mauvaise qu'on a faite, la raison. L'histoire même des gens qu'on a le plus connus, on en a oublié les dates. Et parce qu'il y avait au moins 20 ans qu'elle avait vu Bloch pour la première fois, Madame de Guermantes eût juré qu'il était né dans son monde et avait été bercé sur les genoux de la duchesse de Chartres quand il avait 2 ans. Et combien de fois ces personnes étaient revenues devant moi au cours de leur vie, dont les diverses circonstances semblaient présenter les mêmes êtres.
mais sous des formes pour des fins variées. Et la diversité des points de ma vie par où avait passé le fil de celle de chacun de ces personnages avait fini par mêler ceux qui semblaient le plus éloignés, comme si la vie ne possédait qu'un nombre limité de fils pour exécuter les desseins les plus différents. Quoi de plus séparé, par exemple, dans mes passés divers, que mes visites à mon oncle Adolphe, que le neveu de Madame de Villeparisis, cousine du maréchal, que le Grandin et sa sœur, que l'ancien Giletier, ami de Françoise, dans la cour. Et aujourd'hui, tous ces fils différents s'étaient réunis pour faire la trame. Ici du ménage Saint-Loup, là du jeune ménage Cambremer, pour ne pas parler de Morel et de tant d'autres dont la conjonction avait concouru à former une circonstance, qu'il me semblait que la circonstance était l'unité complète, et le personnage seulement une partie composante. Et ma vie était déjà assez longue pour qu'à plus d'un des êtres qu'elle m'offrait, je trouvasse dans des régions opposées de mes souvenirs, pour le compléter, un autre être. Jusqu'au Elstir même, que je voyais ici à une place qui était un signe de sa gloire, je pouvais ajouter les plus anciens souvenirs des Verdurins, les Cottard, la conversation dans le restaurant de Rivebelle, la matinée où j'avais connu Albertine et tant d'autres. Ainsi, un amateur d'art à qui on montre le volet d'un retable se rappelle dans quelle église, dans quel musée, dans quelle collection particulière les autres sont dispersés, de même qu'en suivant les catalogues des ventes ou en fréquentant les antiquaires, il finit par trouver l'objet jumeau de celui qu'il possède et qui fait avec lui la paire. Il peut reconstituer dans sa tête la prédelle, l'autel tout entier, comme un seau montant le long d'un treuil vient toucher la corde à diverses reprises et sur des côtés opposés, il n'y avait pas de personnage, presque pas même de chose ayant eu place dans ma vie qui n'y eût joué tour à tour des rôles différents. Une simple relation mondaine, même un objet matériel, si je le retrouvais au bout de quelques années dans mon souvenir, je voyais que la vie n'avait pas cessé de tisser autour de lui des fils différents qui finissaient par le feutrer de ce beau velours inimitable des années, pareil à celui qui, dans les vieux parcs, enveloppe une simple conduite d'eau d'un fourreau d'émeraude. Ce n'était pas que l'aspect de ces personnages qui donnait l'idée de personnes de songe. Pour elle-même, la vie, déjà ensommeillée dans la jeunesse et l'amour, était de plus en plus devenue un songe. Elles avaient oublié jusqu'à leur rancune, leur haine, et pour être certaines que c'était à la personne qui était là qu'elles n'adressaient plus la parole il y a 10 ans, il eût fallu qu'elles se reportassent à un registre, mais qui était aussi vague qu'un rêve, où on a insulté on ne sait plus par qui. Tous ces songes formaient les apparences contrastées de la vie politique, où on voyait dans un même ministère des gens qui s'étaient accusés de meurtre ou de trahison. Et ce songe devenait épais comme la mort chez certains vieillards dans les jours qui suivaient celui où ils avaient fait l'amour. Pendant ces jours-là, on ne pouvait plus rien demander au président de la République. Il oubliait tout. Puis, si on le laissait se reposer quelques jours, le souvenir des affaires publiques lui revenait, fortuit comme celui d'un rêve. Parfois, ce n'était pas en une seule image qu'apparaissait cet être, si différent de celui que j'avais connu depuis. C'est pendant des années que Bergotte m'avait paru un doux vieillard divin, que je m'étais senti paralysé comme par une apparition devant le chapeau gris de Swann, le manteau violet de sa femme, le mystère dont le nom de sa race entourait la duchesse de Guermantes jusque dans un salon. Origine presque fabuleuse, charmante mythologie de relations devenues si banales ensuite, mais qu'elle prolongeait dans le passé comme en plein ciel, avec un éclat pareil à celui que projette la queue étincelante d'une comète.
et même celles qui n'avaient pas commencé dans le mystère, comme mes relations avec Madame de Souvray, si sèches et si purement mondaines aujourd'hui, gardaient à leur début leur premier sourire, plus calme, plus doux, et si onctueusement tracé dans la plénitude d'une après-midi au bord de la mer, d'une fin de journée de printemps à Paris, bruyante d'équipages, de poussière soulevée et de soleil remué comme de l'eau. Et peut-être Madame de Souvray n'eût-elle pas valu grand-chose si on l'eût détachée de ce cadre, comme ces monuments, la Salute par exemple, qui, sans grande beauté propre, font admirablement là où ils sont situés, mais elle faisait partie d'un lot de souvenirs que j'estimais à un certain prix, l'un dans l'autre, sans me demander pour combien exactement la personne de Madame de Souvray y figurait. Une chose me frappa plus encore chez tous ces êtres que les changements physiques, sociaux qu'ils avaient subis, ce fut celui qui tenait à l'idée différente qu'ils avaient les uns des autres. Le Grandin méprisait Bloch et ne lui adressait jamais la parole. Il fut très aimable avec lui. Ce n'était pas du tout à cause de la situation plus grande qu'avait prise Bloch, ce qui, dans ce cas, ne mériterait pas d'être noté, car les changements sociaux amènent forcément des changements respectifs de position entre ceux qui les ont subis. Non, c'était que les gens, c'est-à-dire ce qu'ils sont pour nous, n'ont pas, dans notre mémoire, l'uniformité d'un tableau. Au gré de notre oubli, ils évoluent. Quelquefois, nous allons jusqu'à les confondre avec d'autres. Bloch, c'est quelqu'un qui venait à Combray, et en disant Bloch, c'était moi qu'on voulait dire. Inversement, Madame Sazera était persuadée que de moi était telle thèse historique sur Philippe II, laquelle était de Bloch. Sans aller jusqu'à ces interversions, on oublie les crasses que l'un vous a faites, ses défauts, la dernière fois où on s'est quitté sans se serrer la main. Et en revanche, on s'en rappelle une plus ancienne, où on était bien ensemble. Et c'est à cette fois plus ancienne que les manières de Le Grandin répondaient dans son amabilité avec Bloch, soit qu'il eût perdu la mémoire d'un certain passé, soit qu'il le jugeât prescrit. Mélange de pardon, d'oubli, d'indifférence, qui est aussi un effet du temps. D'ailleurs, les souvenirs que nous avons les uns des autres, même dans l'amour, ne sont pas les mêmes. J'avais vu Albertine se rappeler à merveille telle parole que je lui avais dite dans nos premières rencontres et que j'avais complètement oubliée. D'un autre fait, enfoncé à jamais dans ma tête comme un caillou, elle n'avait aucun souvenir. Notre vie parallèle ressemblait à ces allées où, de distance en distance, des vases de fleurs sont placés symétriquement, mais non en face des autres. À plus forte raison est-il compréhensible que, pour des gens qu'on connaît peu, on se rappelle à peine qui ils sont. Ou on s'en rappelle autre chose, même de plus ancien, que ce qu'on en pensait autrefois, quelque chose qui est suggéré par les gens au milieu de qui on les retrouve, qui ne les connaissent que depuis peu, parés de qualité et d'une situation qu'ils n'avaient pas autrefois, mais que l'oublieux accepte d'emblée. Sans doute, la vie, en mettant à plusieurs reprises ces personnes sur mon chemin, me les avait présentées dans des circonstances particulières, qui, en les entourant de toutes parts, avaient rétréci la vue que j'avais eue d'elles et m'avaient empêché de connaître leur essence. Ces guermantes même, qui avaient été pour moi l'objet d'un si grand rêve que je m'étais approché d'abord de l'un d'eux, m'étaient apparues sous l'aspect, l'une d'une vieille amie de ma grand-mère, l'autre d'un monsieur qui m'avait regardé d'un air si désagréable à midi dans les jardins du casino. Car il y a entre nous et les êtres, un liseré de contingences, comme j'avais compris dans mes lectures de Combray qu'il y en a un de perception et qui empêche la mise en contact absolu de la réalité et de l'esprit. De sorte que ce n'était jamais qu'après coup, en les rapportant à un nom, que leur connaissance était devenue pour moi la connaissance des guermantes. Mais peut-être
Cela même me rendait-il la vie plus poétique, de penser que la race mystérieuse aux yeux perçants, au bec d'oiseau, la race rose, dorée, inapprochable, s'était trouvée si longtemps, si naturellement par l'effet de circonstances aveugles et différentes, s'offrir à ma contemplation, à mon commerce, même à mon intimité, au point que quand j'avais voulu connaître mademoiselle de Stermaria ou faire des robes à Albertine, c'était comme au plus serviable de mes amis à des guermantes que je m'étais adressé. Certes, cela m'ennuyait d'aller chez eux autant que chez les autres gens du monde que j'avais connus ensuite. Même pour la duchesse de Guermantes, comme pour certaines pages de Bergotte, son charme ne m'était visible qu'à distance et s'évanouissait quand j'étais près d'elle, car il résidait dans ma mémoire et dans mon imagination. Mais enfin, malgré tout, les Guermantes, comme Gilberte aussi, différaient des autres gens du monde en ce qu'ils plongeaient plus avant leurs racines dans un passé de ma vie où je rêvais davantage et croyais plus aux individus. Ce que je possédais avec ennui en causant en ce moment avec l'une et avec l'autre, c'était du moins celle des imaginations de mon enfance que j'avais trouvées les plus belles et crues les plus inaccessibles, et je me consolais en confondant, comme un marchand qui s'embrouille dans ses livres, la valeur de leur possession avec le prix auquel les avait cotés mon désir. Mais pour d'autres êtres, le passé de mes relations avec eux était gonflé de rêves plus ardents, formés sans espoir, où s'épanouissait si richement ma vie d'alors, dédiée à eux tout entière, que je pouvais à peine comprendre comment leur exaucement était ce mince, étroit et terne ruban d'une intimité indifférente et dédaignée, où je ne pouvais plus rien retrouver de ce qui avait fait leur mystère, leur fièvre et leur douceur. Tous n'avaient pas reçu, été décorés. Pour quelques-uns, l'adjectif était autre, quoique pas plus important. Ils étaient récemment morts. « Que devient la marquise d'Arpajon » demanda madame de Cambremer. « Mais elle est morte, répondit Bloch. Vous confondez avec la comtesse d'Arpajon qui est morte l'année dernière. » La princesse d'Agrigente se mêla à la discussion. Jeune veuve d'un vieux mari très riche et porteur d'un grand nom, elle était beaucoup demandée en mariage et en avait pris une grande assurance. La marquise d'Arpajon est morte aussi il y a peu près d'un an. « Ah, un an? Mais je vous réponds que non, répondit madame de Cambremer. J'ai été à une soirée de musique chez elle il y a moins d'un an. » Bloch, pas plus que les gigolos du monde, ne pouvait prendre part utilement à la discussion, car toutes ces morts de personnes âgées étaient à une distance d'eux trop grande, soit par la différence énorme des années, soit par la récente arrivée de Bloch, par exemple, dans une société différente qu'il abordait de biais au moment où elle déclinait dans un crépuscule où le souvenir d'un passé qui ne lui était pas familier ne pouvait l'éclairer. Pour les gens du même âge et du même milieu, la mort avait perdu de sa signification étrange. D'ailleurs, on faisait tous les jours prendre des nouvelles de tant de gens à l'article de la mort, et dont les uns s'étaient rétablis, tandis que d'autres avaient succombé, qu'on ne se souvenait plus au juste si telle personne qu'on n'avait jamais l'occasion de voir s'était sortie de sa fluxion de poitrine ou avait trépassé. La mort se multipliait et devenait plus incertaine dans ces régions âgées. À cette croisée de deux générations et de deux sociétés qui, en vertu de raisons différentes, mal placées pour distinguer la mort, la confondaient presque avec la vie, la première s'était mondanisée, était devenue un incident qui qualifiait plus ou moins une personne sans que le ton dont on parlait eût l'air de signifier que cet incident terminait tout pour elle. On disait « Mais vous oubliez, un tel est mort », comme on eût dit « Il est décoré, il est de l'Académie », ou, et cela revenait au même puisque cela empêchait aussi d'assister aux fêtes, « Il est allé passer l'hiver dans le Midi, on lui a ordonné les montagnes ». Encore, pour des hommes connus, ce qu'ils laissaient en mourant aidait à se rappeler que leur existence était terminée. Mais pour les simples gens du monde très âgés,
on s'embrouillait sur le fait qu'ils fussent morts ou non, non seulement parce qu'on connaissait mal et qu'on avait oublié leur passé, mais parce qu'ils ne tenaient en quoi que ce soit à l'avenir. Et la difficulté qu'avait chacun de faire un triage entre les maladies, l'absence, la retraite à la campagne, la mort des vieilles gens du monde, consacrait tout autant que l'indifférence des hésitants l'insignifiance des défunts. Mais si elle n'est pas morte, comment se fait-il qu'on ne la voit plus jamais, ni son mari non plus, demanda une vieille fille qui aimait faire de l'esprit. Mais je te dirais, reprit sa mère, qui, quoique quinquagénaire, ne manquait pas une fête, que c'est parce qu'ils sont vieux. À cet âge-là, on ne sort plus. Il semblait qu'il y eût avant le cimetière toute une cité close de vieillards, aux lampes toujours allumées dans la brume. Madame de Sainte-Verte trancha le débat en disant que la comtesse d'Arpajon était morte. Il y avait 1 an, d'une longue maladie, mais que la marquise d'Arpajon était morte aussi depuis, très vite, d'une façon tout à fait insignifiante. Mort qui par là ressemblait à toutes ses vies, et par là aussi expliquait qu'elle eût passé inaperçue, excusait ceux qui confondaient. En entendant que Madame d'Arpajon était vraiment morte, la vieille fille jeta sur sa mère un regard alarmé, car elle craignait que d'apprendre la mort d'une de ses contemporaines ne frappât sa mère. Elle croyait entendre d'avance parler de la mort de sa propre mère avec cette explication. Elle avait été très frappée par la mort de Madame d'Arpajon. Mais la mère de la vieille fille, au contraire, se faisait à elle-même l'effet de l'avoir emportée dans un concours sur des concurrents de marque, chaque fois qu'une personne de son âge disparaissait. Leur mort était la seule manière dont elle prit encore agréablement conscience de sa propre vie. La vieille fille s'aperçut que sa mère, qui n'avait pas semblé fâchée de dire que Madame d'Arpajon était recluse dans les demeures d'où ne sortent plus guère les vieillards fatigués, l'avait été moins encore d'apprendre que la marquise était entrée dans la cité d'après, celle d'où on ne sort plus. Cette constatation de l'indifférence de sa mère amusa l'esprit caustique de la vieille fille, et pour faire rire ses amis, elle faisait un récit désopilant de la manière allègre, prétendait-elle, dont sa mère avait dit en se frottant les mains « Mon Dieu, il est bien vrai que cette pauvre Madame d'Arpajon est morte !» Même pour ceux qui n'avaient pas besoin de cette mort pour se réjouir d'être vivants, elle les rendit heureux. Car toute mort est pour les autres une simplification d'existence, ôte le scrupule de se montrer reconnaissant, l'obligation de faire des visites. Ce n'est pas ainsi que la mort de M. Verdurin avait été accueillie par Elstir. Une dame sortit, car elle avait d'autres matinées et devait aller goûter avec 2 reines. C'était cette grande cocotte du monde que j'avais connue autrefois, la princesse de Nassau. Si sa taille n'avait pas diminué, ce qui lui donnait l'air, par sa tête située à une bien moindre hauteur qu'elle n'était autrefois, d'avoir ce qu'on appelle un pied dans la tombe, on aurait à peine pu dire qu'elle avait vieilli. Elle restait une Marie-Antoinette, au nez autrichien, au regard délicieux, conservée, embaumée grâce à 1000 fards adorablement unis qui lui faisaient une figure lilas. Il flottait sur elle cette expression confuse et tendre d'être obligé de partir, de promettre tendrement de revenir, de s'esquiver discrètement, qui tenait à la foule des réunions d'élite où on l'attendait. Née presque sur des marches d'un trône, mariée 3 fois, entretenue longtemps et richement par de grands banquiers, sans compter les 1000 fantaisies qu'elle s'était offertes, elle portait légèrement sous sa robe, mauve comme ses yeux admirables et ronds et comme sa figure fardée, les souvenirs un peu embrouillés de ce passé innombrable. Comme elle passait devant moi en se sauvant à l'anglaise, je la saluai. Elle me reconnut, elle me serra la main et fixa sur moi les rondes prunelles mauves de l'air qui voulait dire « Comme il y a longtemps que nous ne nous sommes pas vus, nous parlerons de cela une autre fois. »
Elle me serrait la main avec force, ne se rappelant pas au juste si, en voiture, un soir qu'elle me ramenait de chez la duchesse de Guermantes, il y avait eu, ou non, une passade entre nous. À tout hasard, elle sembla faire allusion à ce qui n'avait pas été, chose que ne lui était pas difficile, puisqu'elle prenait un air de tendresse pour une tarte aux fraises, et mettait, si elle était obligée de partir avant la fin de la musique, l'air désespéré d'un abandon qui ne serait pas définitif. Incertaine d'ailleurs sur la passade avec moi, son serrement de main furtif ne s'attarda pas, et elle ne me dit pas un mot. Elle me regarda seulement, comme j'ai dit, d'une façon qui signifiait qu'il y a longtemps, et où repassaient ses maris, les hommes qui l'avaient entretenue, de guerre, et ses yeux stellaires, semblables à une horloge astronomique taillée dans une opale, marquèrent successivement toutes ces heures solennelles du passé, si lointain qu'elle retrouvait à tout moment quand elle voulait vous dire bonjour, et qui était toujours une excuse. Puis, m'ayant quitté, elle se mit à trotter vers la porte, pour qu'on ne se dérangeât pas pour elle, pour me montrer que si elle n'avait pas causé avec moi, c'est qu'elle était pressée, pour rattraper la minute perdue à me serrer la main afin d'être exacte chez la reine d'Espagne qui devait goûter seule avec elle. Même près de la porte, je crus qu'elle allait prendre le pas de course, et elle courait, en effet, à son tombeau. Une grosse dame me dit un bonjour, pendant la courte durée duquel les pensées les plus différentes se pressèrent dans mon esprit. J'hésitais un instant à lui répondre, craignant que, ne reconnaissant pas les gens mieux que moi, elle eût cru que j'étais quelqu'un d'autre. Puis son assurance me fit au contraire, de peur que ce fût quelqu'un avec qui j'avais été très lié, exagérer l'amabilité de mon sourire, pendant que mes regards continuaient à chercher dans ses traits le nom que je ne trouvais pas. Tel un candidat au baccalauréat, incertain, attache ses regards sur la figure de l'examinateur et espère vainement y trouver la réponse qu'il ferait mieux de chercher dans sa propre mémoire. Tel, tout en lui souriant, j'attachais mes regards sur les traits de la grosse dame. Ils me semblèrent être ceux de Madame Swann. Aussi mon sourire se nuança-t-il de respect, pendant que mon indécision commençait à cesser. Alors, j'entendis la grosse dame me dire, une seconde plus tard, « Vous me preniez pour maman. En effet, je commence à lui ressembler beaucoup. » Et je reconnus Gilberte. Nous parlâmes beaucoup de Robert. Gilberte en parlait sur un ton déférent, comme si c'eût été un être supérieur qu'elle tenait à me montrer, qu'elle avait admiré et compris. Nous nous rappelâmes l'un à l'autre combien les idées qu'il exposait jadis sur l'art de la guerre, car il lui avait souvent redit à Tansonville les mêmes thèses que je lui avais entendu exposer à Doncières et plus tard, s'étaient souvent, et en somme sur un grand nombre de points, trouvés vérifiés par la dernière guerre. Je ne puis pas vous dire à quel point la moindre des choses qu'il me disait à Doncières me frappe maintenant, et aussi pendant la guerre. Les dernières paroles que j'ai entendues de lui, quand nous nous sommes quittés pour ne plus nous revoir, étaient qu'il attendait Hindenburg, général napoléonien, à un des types de la bataille napoléonienne, celle qui a pour but de séparer deux adversaires, peut-être, avait-il ajouté, les Anglais et nous. Or, à peine un an après la mort de Robert, un critique pour lequel il avait une profonde admiration et qui exerçait visiblement une grande influence sur ses idées militaires, M. Henri Bidoux, disait que l'offensive d'Hindenburg en mars 1918, c'était la bataille de séparation d'un adversaire massé contre deux adversaires en ligne, manœuvre que l'empereur a réussi en 1796 sur l'Apennin et qu'il a manqué en 1815 en Belgique. Quelques instants auparavant, Robert comparait devant moi les batailles à des pièces où il n'est pas toujours facile de savoir ce qu'a voulu l'auteur, où lui-même a changé son plan en cours de route.
Or, pour cette offensive allemande de 1918, sans doute en l'interprétant de cette façon, Robert ne serait pas d'accord avec M. Bidoux. Mais d'autres critiques pensent que c'est l'insuccès d'Hindenburg dans la direction d'Amiens, puis son arrêt forcé, son succès dans les Flandres, puis l'arrêt encore, qui ont fait, accidentellement en somme, d'Amiens puis de Boulogne, des buts qu'il ne s'était pas préalablement assignés. Et chacun pouvant refaire une pièce à sa manière, il y en a qui voient dans cette offensive l'annonce d'une marche foudroyante sur Paris, d'autres des coups de boutoir désordonnés pour détruire l'armée anglaise. Et même si les ordres donnés par le chef s'opposent à telle ou telle conception, il restera toujours aux critiques le loisir de dire, comme Mounès-Sully à Coquelin qui l'assurait que le Misanthrope n'était pas la pièce triste, dramatique qu'il voulait jouer, car Molière, au témoignage des contemporains, en donnait une interprétation comique et y faisait rire, eh bien, c'est que Molière se trompait. Et sur les avions, vous rappelez-vous quand il disait « Il avait de si jolies phrases. Il faut que chaque armée soit un Argus aux 100 yeux. » Hélas, il n'a pu voir la vérification de ces dires. Mais si, répondis-je, à la bataille de la Somme, il a bien su qu'on a commencé par aveugler l'ennemi en lui crevant les yeux, en détruisant ses avions et ses ballons captifs. Ah oui, c'est vrai. Et comme depuis qu'elle ne vivait plus que pour l'intelligence, elle était devenue un peu pédante, et lui prétendait qu'on revenait aux anciens moyens. Savez-vous que les expéditions de Mésopotamie dans cette guerre, elle avait dû lire cela à l'époque dans les articles de Bréchot, évoquent à tout moment inchangé la retraite de Xénophon. Et pour aller du Tigre à l'Euphrate, le commandant anglais s'est servi de Bellum, bateau long et étroit, gondole de ce pays et dont se servaient déjà les plus antiques Chaldéens. Ces paroles me donnaient bien le sentiment de cette stagnation du passé qui, dans certains lieux, par une sorte de pesanteur spécifique, s'immobilise indéfiniment, si bien qu'on peut le retrouver tel quel. Il y a un côté de la guerre qu'il commençait, je crois, à apercevoir, lui dis-je, c'est qu'elle est humaine, se vit comme un amour ou comme une haine, pourrait être racontée comme un roman, et que, par conséquent, si tel ou tel va répétant que la stratégie est une science, cela ne l'aide en rien à comprendre la guerre, parce que la guerre n'est pas stratégique. L'ennemi ne connaît pas plus nos plans que nous ne savons le but poursuivi par la femme que nous aimons, et ces plans peut-être ne les savons-nous pas nous-mêmes. Les Allemands, dans l'offensive de mars 1918, avaient-ils pour but de prendre Amiens ? Nous n'en savons rien. Peut-être ne le savaient-ils pas eux-mêmes. Et est-ce que l'événement, leur progression à l'ouest vers Amiens qui détermina leur projet ? À supposer que la guerre soit scientifique, encore faudrait-il la peindre comme Elstir peignait la mer, par l'autre sens, et partir des illusions, des croyances qu'on rectifie peu à peu, comme Dostoïevski raconterait une vie. D'ailleurs, il est trop certain que la guerre n'est point stratégique, mais plutôt médicale, comportant des accidents imprévus que le clinicien pouvait espérer d'éviter, comme la Révolution russe. Mais j'avoue qu'à cause des lectures que j'avais faites à Balbec, non loin de Robert, j'étais plus impressionné, comme dans la campagne de France, de retrouver la tranchée de Madame de Sévigné en Orient à propos du siège de Kout-el-Amara, Kout-l'émir, comme nous disons Vaux-le-Vicomte et Bayeux-l'évêque, aurait dit le curé de Combray s'il avait étendu sa soif d'étymologie aux langues orientales. De voir revenir auprès de Bagdad ce nom de Bassora dont il est tant question dans les Mille et une nuits et que gagne chaque fois après avoir quitté Bagdad ou avant d'y rentrer pour s'embarquer ou pour débarquer bien avant le général Townsend et le général Gorringe au temps des califes Simbad le marin. Dans toute cette conversation, Gilberte m'avait parlé de Robert avec une déférence qui semblait plus s'adresser à mon ancien ami qu'à son époux défunt. Elle avait l'air de me dire « Je sais combien vous l'admiriez. Croyez bien que j'ai su comprendre l'être supérieur qu'il était. » Et pourtant, l'amour que certainement elle n'avait plus pour son souvenir était peut-être encore la cause lointaine de particularités de sa vie actuelle.
Ainsi, Gilberte avait maintenant pour ami inséparable Andrée, quoique celle-ci commençât, surtout à la faveur du talent de son mari et de sa propre intelligence, à pénétrer non pas, certes, dans le milieu des guermantes, mais dans un monde infiniment plus élégant que celui qu'elle fréquentait jadis, on fut étonné que la marquise de Saint-Loup condescendît à devenir sa meilleure amie. Le fait sembla être un signe chez Gilberte de son penchant pour ce qu'elle croyait une existence artistique et pour une véritable déchéance sociale. Cette explication peut être la vraie. Une autre, pourtant, vint à mon esprit, toujours fort pénétrée que les images que nous voyons assemblées quelque part sont généralement le reflet ou d'une façon quelconque l'effet d'un premier groupement assez différent, quoique symétrique, d'autres images, extrêmement éloignées du second. Je pensais que si on voyait tous les soirs ensemble Andrée, son mari et Gilberte, c'était peut-être parce que tant d'années auparavant, on avait pu voir le futur mari d'Andrée vivant avec Rachel, puis la quittant pour Andrée. Il est probable que Gilberte, alors, dans le monde trop distant, trop élevé où elle vivait, n'en avait rien su. Mais elle avait dû l'apprendre plus tard, quand Andrée avait monté et qu'elle-même avait descendu assez pour qu'elle puisse s'apercevoir. Alors, avait dû exercer sur elle un grand prestige, la femme pour laquelle Rachel avait été quittée par l'homme, pourtant séduisant sans doute, qu'elle avait préféré à Robert. On entendait la princesse de Guermantes répéter d'un air exalté et d'une voix de ferraille que lui faisait son râtelier. « Oui, c'est cela, nous ferons clan. J'aime cette jeunesse si intelligente, si participante. Ah, quelle musicienne vous êtes !» Et elle plantait son gros monocle dans son œil rond, mi-amusé, mi-s'excusant de ne pouvoir soutenir la gaieté longtemps. Mais jusqu'au bout, elle était décidée à participer, à faire clan. Aussi peut-être la vue d'Andrée rappelait à Gilberte ce roman de sa jeunesse qu'avait été son amour pour Robert, et inspirait aussi à Gilberte un grand respect pour Andrée, de laquelle était toujours amoureux un homme tant aimé par cette Rachel que Gilberte sentait avoir été plus aimée de Saint-Loup qu'elle ne l'avait été elle-même. Peut-être, au contraire, ces souvenirs ne jouaient-ils aucun rôle dans la prédilection de Gilberte pour ce ménage artiste, et fallait-il y voir simplement, comme faisaient beaucoup, les goûts habituellement inséparables chez les femmes du monde de s'instruire et de s'encanailler. Gilberte avait peut-être autant oublié Robert que moi Albertine, et si même elle savait que c'était Rachel que l'artiste avait quitté pour Andrée, ne pensait-elle jamais, quand elle les voyait, à ce fait qui n'avait jamais joué aucun rôle dans son goût pour eux. On aurait pu décider si mon explication première n'était pas seulement possible, mais était vraie, que grâce au témoignage des intéressés, seul recours qui reste en pareil cas, s'ils pouvaient apporter dans leur confidence de la clairvoyance et de la sincérité. Or, la première s'y rencontre rarement et la seconde, jamais. En tout cas, la vue de Rachel, devenue aujourd'hui une actrice célèbre, ne pouvait pas être bien agréable à Gilberte. Je fus donc ennuyé d'apprendre qu'elle récitait des vers dans cette matinée et avait-on annoncé le souvenir de Musset et des fables de La Fontaine. « Mais comment venez-vous dans des matinées si nombreuses ?» me demanda Gilberte. « Vous retrouver dans une grande tuerie comme cela, ce n'est pas ainsi que je vous schématisais. Certes, je m'attendais à vous voir partout ailleurs qu'à un des grands tralala de ma tante, puisque tante il y a, ajouta-t-elle d'un air fin, car étant Madame de Saint-Loup depuis un peu plus longtemps que Madame Verdurin n'était entrée dans la famille, elle se considérait comme une guermante de tout temps, et atteinte par la mésalliance que son oncle avait faite en épousant Madame Verdurin, et que, il est vrai, elle avait entendu railler 1000 fois devant elle dans la famille, tandis que, naturellement, ce n'était que hors de sa présence qu'on avait parlé de la mésalliance qu'avait faite Saint-Loup en l'épousant.
Elle affectait d'ailleurs d'autant plus de dédain pour cette tante mauvais teint que par l'espèce de perversion qui pousse les gens intelligents à s'évader du chic habituel, par le besoin aussi de souvenirs qu'ont les gens âgés pour tâcher enfin de donner un passé à son élégance nouvelle. La princesse de Guermantes aimait à dire en parlant de Gilberte « Je vous dirais que ce n'est pas pour moi une relation nouvelle. J'ai énormément connu la mère de cette petite-là. Tenez, c'était une grande amie de ma cousine Marcente. C'est chez moi qu'elle a connu le père de Gilberte. Quant au pauvre Saint-Loup, je connaissais d'avance toute sa famille. Son propre oncle était mon intime autrefois à la Raspelière. » Vous voyez que les Verdurins n'étaient pas du tout des bohèmes, me disaient les gens qui entendaient parler ainsi la princesse de Guermantes. C'étaient des amis de tout temps de la famille de Madame de Saint-Loup. J'étais peut-être seul par mon grand-père à savoir qu'en effet, les Verdurins n'étaient pas des bohèmes. Mais ce n'était pas précisément parce qu'ils avaient connu Odette. Mais on s'arrange aisément, hein. Les récits du passé que personne ne connaît plus, comme ceux des voyages dans les pays où personne n'est jamais allé. Enfin, conclut Gilberte, puisque vous sortez quelquefois de votre tour d'ivoire, des petites réunions intimes chez moi où j'inviterais des esprits sympathiques ne vous conviendraient-elles pas mieux? Ces grandes machines comme ici sont bien peu faites pour vous. Je vous voyais causer avec ma tante Oriane qui a toutes les qualités qu'on voudra, mais à qui nous ne ferons pas tort, n'est-ce pas, en déclarant qu'elle n'appartient pas à l'élite pensante. Je ne pouvais mettre Gilberte au courant des pensées que j'avais depuis une heure, mais je crus que, sur un point de pure distraction, elle pouvait servir mes plaisirs, lesquels, en effet, ne me semblaient pas devoir être de parler littérature avec la duchesse de Guermantes, plus qu'avec Madame de Saint-Loup. J'avais, certes, l'intention de recommencer dès demain, bien qu'avec un but, cette fois, à vivre dans la solitude. Même chez moi, je ne laisserai pas de gens venir me voir dans mes instants de travail, car le devoir de faire mon œuvre primait celui d'être poli ou même bon. Ils insisteraient, sans doute, eux qui ne m'avaient pas vu depuis si longtemps, venant de me retrouver et me jugeant guéri, venant quand le labeur de leur journée ou de leur vie était fini ou interrompu, et ayant alors ce même besoin de moi que j'avais eu autrefois de Saint-Loup. Et parce que, comme je m'en étais déjà aperçu à Combray, quand mes parents me faisaient des reproches au moment où je venais de prendre à leur insu les plus louables résolutions, les cadrans intérieurs qui sont départis aux hommes ne sont pas tous réglés à la même heure. L'un sonne celle du repos en même temps que l'autre celle du travail, l'un celle du châtiment par le juge quand chez le coupable celle du repentir et du perfectionnement intérieur est sonnée depuis longtemps. Mais j'aurais le courage de répondre à ceux qui viendraient me voir ou me feraient chercher que j'avais, pour des choses essentielles au courant desquelles il fallait que je fusse mis sans retard, un rendez-vous urgent, capital, avec moi-même. Et pourtant, bien qu'il y ait peu de rapport entre notre moi véritable et l'autre, à cause de l'homonymat et du corps commun aux deux, l'abnégation qui vous fait faire le sacrifice des devoirs plus faciles, même des plaisirs, paraît aux autres de l'égoïsme. Et d'ailleurs, n'était-ce pas pour m'occuper d'eux que je vivrais loin de ceux qui se plaindraient de ne pas me voir, pour m'occuper d'eux plus à fond que je n'aurais pu le faire avec eux, pour chercher à les révéler à eux-mêmes, à les réaliser? À quoi eût servi que pendant des années encore, j'eusse perdu des soirées à faire glisser sur l'écho à peine expiré de leurs paroles le son tout aussi vain des miennes pour le stérile plaisir d'un contact mondain qui exclut toute pénétration? Ne valait-il pas mieux que ces gestes qu'ils faisaient, ces paroles qu'ils disaient, leur vie, leur nature, j'essayasse d'en décrire la courbe et d'en dégager la loi? Malheureusement, j'aurais à lutter contre cette habitude de se mettre à la place des autres, qui, si elle favorise la conception d'une œuvre, en retarde l'exécution. Car, par une politesse supérieure, elle pousse à sacrifier aux autres non seulement son plaisir, mais son devoir. Quand, se mettant à la place des autres, ce devoir, quel qu'il soit, fût-ce pour quelqu'un qui ne peut rendre aucun service au front, de rester à l'arrière où il est utile, apparaît comme
ce qui n'est pas en réalité notre plaisir. Et bien loin de me croire malheureux de cette vie sans amis, sans causerie, comme il est arrivé au plus grand de le croire, je me rendais compte que les forces d'exaltation qui se dépensent dans l'amitié sont une sorte de porte-à-faux visant une amitié particulière qui ne mène à rien et se détournant d'une vérité vers laquelle elles étaient capables de nous conduire. Mais enfin, quand des intervalles de repos et de société me seraient nécessaires, je sentais que, bien plutôt que les conversations intellectuelles que les gens du monde croient utiles aux écrivains, de légers amours avec des jeunes filles en fleurs seraient un aliment choisi que je pourrais, à la rigueur, permettre à mon imagination, semblable au cheval fameux qu'on ne nourrissait que de roses. Ce que tout d'un coup je souhaitais de nouveau, c'est ce dont j'avais rêvé à Balbec, quand, sans les connaître encore, j'avais vu passer devant la mer Albertine, André et leurs amis. Mais hélas, je ne pouvais plus chercher à retrouver celle que justement, en ce moment, je désirais si fort. L'action des années qui avait transformé tous les êtres que j'avais vus aujourd'hui, et Gilberte elle-même, avait certainement fait de toutes celles qui survivaient, comme elle eût fait d'Albertine si elle n'avait pas péri, des femmes trop différentes de ce que je me rappelais. Je souffrais d'être obligé de moi-même à atteindre celle-là, car le temps qui change les êtres ne modifie pas l'image que nous avons gardée d'eux. Rien n'est plus douloureux que cette opposition entre l'altération des êtres et la fixité du souvenir, quand nous comprenons que ce qui a gardé tant de fraîcheur dans notre mémoire n'en peut plus avoir dans la vie, que nous ne pouvons, au dehors, nous rapprocher de ce qui nous paraît si beau au dedans de nous, de ce qui excite en nous un désir pourtant si individuel de le revoir, qu'en le cherchant dans un être du même âge, c'est-à-dire dans un autre être. C'est que, comme j'avais pu souvent le soupçonner, ce qui semble unique dans une personne qu'on désire ne lui appartient pas. Mais le temps écoulé m'en donnait une preuve plus complète, puisque, après 20 ans, spontanément, je voulais chercher, au lieu des filles que j'avais connues, celles qui possédaient maintenant cette jeunesse que les autres avaient alors. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le réveil de nos désirs charnels qui ne correspond à aucune réalité parce qu'il ne tient pas compte du temps perdu. Il m'arrivait parfois de souhaiter que, par un miracle, entrasse auprès de moi, restée vivante, contrairement à ce que j'avais cru, ma grand-mère, Albertine. Je croyais les voir, mon cœur s'élançait vers elle. J'oubliais seulement une chose, c'est que si elle vivait en effet, Albertine aurait à peu près maintenant l'aspect que m'avait présenté à Balbec Madame Cottard, et que ma grand-mère, ayant plus de 95 ans, ne me montrerait rien du beau visage calme et souriant avec lequel je l'imaginais encore maintenant, aussi arbitrairement qu'on donne une barbe à Dieu le Père, ou qu'on représentait au XVIIe siècle les héros d'Homère avec un accoutrement de gentilhomme et sans tenir compte de leur antiquité. Je regardais Gilberte et je ne pensais pas « je voudrais la revoir », mais je lui dis qu'elle me ferait toujours plaisir en m'invitant avec de très jeunes filles, pauvres s'il était possible, pour qu'avec de petits cadeaux je puisse leur faire plaisir, sans leur rien demander d'ailleurs, que de faire renaître en moi les rêveries, les tristesses d'autrefois, peut-être un jour improbable, un chaste baiser. Gilberte sourit et eut ensuite l'air de chercher sérieusement dans sa tête. Comme Elstir aimait avoir incarné devant lui dans sa femme la beauté vénitienne qu'il avait souvent peinte dans ses œuvres, je me donnais l'excuse d'être attiré par un certain égoïsme esthétique vers les belles femmes qui pouvaient me causer de la souffrance. Et j'avais un certain sentiment d'idolâtrie pour les futures Gilberte, les futures duchesses de Guermantes, les futures Albertines que je pourrais rencontrer et qui, me semblait-il, pourraient m'inspirer, comme un sculpteur qui se promène au beau milieu des marbres antiques.
J'aurais dû pourtant penser qu'antérieur à chacune était mon sentiment du mystère où elle baignait, et qu'ainsi, plutôt que de demander à Gilberte de me faire connaître des jeunes filles, j'aurais mieux fait d'aller dans ces lieux où rien ne nous rattache à elles, où entre elles et soi, on sent quelque chose d'infranchissable, où à 2 pas sur la plage allant au bain, on se sent séparé d'elles par l'impossible. C'est ainsi que mon sentiment du mystère avait pu s'appliquer successivement à Gilberte, à la duchesse de Guermantes, à Albertine, à tant d'autres. Sans doute l'inconnu et presque l'inconnaissable était devenu le connu, le familier, indifférent ou douloureux, mais retenant de ce qu'il avait été un certain charme. Et à vrai dire, comme dans ces calendriers que le facteur nous apporte pour avoir ses étrennes, il n'était pas une de mes années qui n'eût eu à son frontispice ou intercalé dans ces jours l'image d'une femme que j'y avais désirée, image souvent d'autant plus arbitraire que parfois je n'avais jamais vu cette femme, quand c'était par exemple la femme de chambre de Madame Putbus, Mademoiselle d'Orgeville, ou telle jeune fille dont j'avais vu le nom dans le compte-rendu mondain d'un journal, parmi les seins des charmantes valseuses. Je la devinais belle, méprenais d'elle et lui composais un corps idéal, dominant de toute sa hauteur un paysage de la province où j'avais lu, dans l'annuaire des châteaux, que se trouvaient les propriétés de sa famille. Pour les femmes que j'avais connues, ce paysage était au moins double. Chacune s'élevait à un point de vue différent de ma vie, dressée comme une divinité protectrice et locale, d'abord au milieu d'un de ces paysages rêvés dont la juxtaposition quadrillait ma vie et où je m'étais attaché à l'imaginer, ensuite vue du côté du souvenir, entourée des sites où je l'avais connue et qu'elle me rappelait y restant attachée, car si notre vie est vagabonde, notre mémoire est sédentaire. Et nous avons beau nous élancer sans trêve, nos souvenirs, eux, rivés aux lieux dont nous nous détachons, continuent à y combiner leur vie casanière, comme ces amis momentanés que le voyageur s'était fait dans une ville et qu'il est obligé d'abandonner quand il la quitte, parce que c'est là qu'eux, qui ne partent pas, finiront leur journée et leur vie. Comme s'il était là encore au pied de l'église, devant le port et sous les arbres du cours. Si bien que l'ombre de Gilberte s'allongeait, non seulement devant une église de l'Île-de-France où je l'avais imaginée, mais aussi sur l'allée d'un parc du côté de mes églises, celle de Madame de Guermantes dans un chemin humide où montaient en quenouille des grappes violettes et rougeâtres, ou sur l'or matinal d'un trottoir parisien. Et cette seconde personne, celle née non du désir mais du souvenir, n'était pas pour chacune de ces femmes uniques, car chacune, je l'avais connue à diverses reprises en des temps différents, où elle était une autre pour moi, où moi-même j'étais autre, baignant dans des rêves d'une autre couleur. Or, la loi qui avait gouverné les rêves de chaque année maintenait assemblés autour d'eux les souvenirs d'une femme que j'y avais connue, tout ce qui se rapportait, par exemple, à la duchesse de Guermantes au temps de mon enfance, était concentré par une force attractive autour de Combray. Et tout ce qui avait trait à la duchesse de Guermantes, qui allait tout à l'heure m'inviter à déjeuner, autour d'un être sensitif, tout différent. Il y avait plusieurs duchesses de Guermantes, comme il y avait eu depuis la Dame en rose, plusieurs Madame Swann, séparées par l'éther incolore des années, et de l'une à l'autre desquelles je ne pouvais pas plus sauter que si j'avais eu à quitter une planète pour aller dans une autre planète que l'éther en sépare. Non seulement séparées, mais différentes, parées des rêves que j'avais en des temps si différents, comme d'une flore particulière qu'on ne retrouvera pas dans une autre planète, au point qu'après avoir pensé que je n'irais déjeuner ni chez Madame de Forcheville, ni chez Madame de Guermantes, je ne pouvais me dire, tant cela m'eût transporté dans un monde autre, que l'une n'était pas une personne différente de la duchesse de Guermantes qui descendait de Geneviève de Brabant, et l'autre de la Dame en rose, que parce qu'en moi, un homme instruit me l'affirmait avec la même autorité qu'un savant qui m'eût affirmé qu'une voie lactée de nébuleuse était due à la segmentation d'une seule et même étoile.
Telle Gilberte à qui je demandais pourtant, sans m'en rendre compte, de me permettre d'avoir des amis comme elle avait été autrefois, n'était plus pour moi que Madame de Saint-Loup. Je ne songeais plus, en la voyant, au rôle qu'avait eu jadis dans mon amour, oublié lui aussi par elle, mon admiration pour Bergotte, redevenu simplement pour moi l'auteur de ses livres, sans que je me rappelasse que dans des souvenirs rares et entièrement séparés, les mois d'avoir été présenté à l'homme, la déception, l'étonnement de sa conversation dans le salon aux fourrures blanches, plein de violettes, où on apportait sitôt sur tant de consoles différentes, tant de lampes. Tous les souvenirs qui composaient la première Mademoiselle Swann étaient en effet retranchés de la Gilberte actuelle, retenus bien loin par les forces d'attraction d'un autre univers, autour d'une phrase de Bergotte avec laquelle il faisait corps et baigné d'un parfum d'aubépine. La fragmentaire Gilberte d'aujourd'hui écouta ma requête en souriant, puis, en se mettant à y réfléchir, elle prit un air sérieux, et j'en étais heureux, car cela l'empêchait de faire attention à un groupe dont la vue n'eût pu, certes, lui être agréable. On y remarquait la duchesse de Guermantes en grande conversation avec une affreuse vieille femme que je regardais sans pouvoir du tout deviner qui elle était. Je n'en savais absolument rien. En effet, c'était avec Rachel, c'est-à-dire avec l'actrice, devenue célèbre, qui allait au cours de cette matinée réciter des vers de Victor Hugo et de La Fontaine, que la tante de Gilberte, Madame de Guermantes, causait en ce moment. Car la duchesse, consciente depuis trop longtemps d'occuper la première situation de Paris, ne se rendant pas compte qu'une telle situation n'existe que dans les esprits qui y croient et que beaucoup de nouvelles personnes, si elles ne la voyaient nulle part, si elles ne lisaient son nom dans le compte-rendu d'aucune fête élégante, croiraient qu'elle n'occupait en effet aucune situation, ne voyaient plus, qu'en visite aussi rare et aussi espacée qu'elle pouvait et dans un bâillement, le faubourg Saint-Germain, qui, disait-elle, l'ennuyait à mourir, et en revanche se passait la fantaisie de déjeuner avec telle ou telle actrice qu'elle trouvait délicieuse. Dans les milieux nouveaux qu'elle fréquentait, restait bien plus la même qu'elle ne croyait. Elle continuait à croire que s'ennuyer facilement était une supériorité intellectuelle, mais elle l'exprimait avec une sorte de violence qui donnait à sa voix quelque chose de rauque. Comme je lui parlais de Brichot, il m'a assez embêté pendant 20 ans. Et comme Madame de Cambremer disait « Relisez ce que Schopenhauer dit de la musique », elle nous fit remarquer cette phrase en disant avec violence « Relisez est un chef-d'œuvre. Ah non, ça par exemple, il ne faut pas nous la faire. » Le vieux d'Albon sourit en reconnaissant une des formes de l'esprit Guermantes. Gilberte, plus moderne, resta impassible. Quoique fille de Swann, comme un canard couvé par une poule, elle était plus laquiste, disait « Je trouve ça d'un touchant. Il a une sensibilité charmante. » Je dis à Madame de Guermantes que j'avais rencontré Monsieur de Charlus. Elle le trouvait plus baissé qu'il n'était, les gens du monde faisant des différences en ce qui concerne l'intelligence, non seulement entre divers gens du monde chez lesquels elle est à peu près semblable, mais même chez une personne à différents moments de sa vie. Puis elle ajouta « Il a toujours été le portrait de ma belle-mère, mais c'est encore plus frappant maintenant. » Cette ressemblance n'avait rien d'extraordinaire. On sait en effet que certaines femmes se projettent en quelque sorte elles-mêmes en un autre être avec la plus grande exactitude. La seule erreur est dans le sexe. Erreur dont on ne peut pas dire « Félix culpa », car le sexe réagit sur la personnalité, et chez un homme, le même féminisme devient affaîtri, la réserve susceptibilité, etc. N'importe, dans la figure, fût-elle barbue, dans les joues, même congestionnées sous les favoris, il y a certaines lignes superposables à quelques portraits maternels. Il n'est guère un vieux Charlus qui ne soit une ruine, où l'on ne reconnaisse avec étonnement sous tous les empâtements de la graisse et de la poudre de riz, quelques fragments d'une belle femme en sa jeunesse éternelle. À ce moment, Morel entra. La duchesse fut avec lui d'une amabilité qui me déconcerta un peu. « Ah, je ne prends pas parti dans les querelles de famille, dit-elle. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est ennuyeux, les querelles de famille ?»
Car si dans ces périodes de 20 ans, les conglomérats de coteries se défaisaient et se reformaient selon l'attraction d'astres nouveaux, destinés d'ailleurs eux aussi à s'éloigner puis à reparaître, des cristallisations puis des émiettements suivis de cristallisations nouvelles avaient lieu dans l'âme des êtres. Si, pour moi, Madame de Guermantes avait été bien des personnes, pour Madame de Guermantes, pour Madame Swann, etc., telle personne donnée avait été un favori d'une époque précédant l'affaire Dreyfus, puis un fanatique ou un imbécile à partir de l'affaire Dreyfus, qui avait changé pour eux la valeur des êtres et classé autrement les partis, lesquels s'étaient depuis encore défaits et refaits. Ce qui y sert puissamment et y ajoute son influence aux pures affinités intellectuelles, c'est le temps écoulé, qui nous fait oublier nos antipathies, nos dédains, les raisons même qui expliquaient nos antipathies et nos dédains. Si on avait analysé l'élégance de la jeune Madame de Cambremer, on y eût trouvé qu'elle était la fille du marchand de notre maison, Jupien, et que ce qui avait pu s'ajouter à cela pour la rendre brillante, c'était que son père procurait des hommes à Monsieur de Charlus. Mais tout cela combiné avait produit des effets scintillants, alors que les causes déjà lointaines non seulement étaient inconnues de beaucoup de nouveaux, mais encore que ceux qui les avaient connues les avaient oubliées, pensant beaucoup plus à l'éclat actuel qu'aux hontes passées, car on prend toujours un nom dans son acception actuelle. Et c'était l'intérêt de ces transformations de salon qu'elles étaient aussi un effet du temps perdu et un phénomène de mémoire. La duchesse hésitait encore, par peur d'une scène de M. de Guermantes, devant Balti et Mistinguett, qu'elle trouvait adorables, mais avait décidément Rachel pour amie. Les nouvelles générations en concluaient que la duchesse de Guermantes, malgré son nom, devait être quelque demi-castor, qui n'avait jamais été tout à fait du gratin. Il est vrai que pour quelques souverains dont l'intimité lui était disputée par deux autres grandes dames, Madame de Guermantes se donnait encore la peine de les avoir à déjeuner. Mais d'une part, ils viennent rarement, connaissant des gens de peu, et la duchesse, par la superstition des Guermantes à l'égard du vieux protocole, car à la fois les gens bien élevés l'assommaient et elle tenait à la bonne éducation, faisait mettre sa majesté à ordonner à la duchesse de Guermantes à daigner, etc. Et les nouvelles couches, ignorantes de ces formules, en concluaient que la position de la duchesse était d'autant plus basse. Au point de vue de Madame de Guermantes, cette intimité avec Rachel pouvait signifier que nous nous étions trompés quand nous croyions Madame de Guermantes hypocrite et menteuse dans ses condamnations de l'élégance, quand nous croyions qu'au moment où elle refusait d'aller chez Madame de Sainte-Verte, ce n'était pas au nom de l'intelligence, mais du snobisme qu'elle agissait ainsi, ne la trouvant bête que parce que la marquise laissait voir qu'elle était snob, n'ayant pas encore atteint son but. Mais cette intimité avec Rachel pouvait signifier aussi que l'intelligence était en réalité, chez la duchesse, médiocre, insatisfaite et désireuse sur le tard, quand elle était fatiguée du monde, de réalisation, par ignorance totale des véritables réalités intellectuelles et une pointe de cet esprit de fantaisie qui fait à ces dames très bien qui se disent « comme ce sera amusant !» finir leur soirée d'une façon, à vrai dire, assommante, en faisant la farce d'aller réveiller quelqu'un à qui finalement on ne sait que dire, près du lit de qui on reste un moment dans son manteau de soirée, après quoi, ayant constaté qu'il est fort tard, on finit par aller se coucher. Il faut ajouter que l'antipathie qu'avait depuis peu pour Gilberte la versatile duchesse pouvait lui faire prendre un certain plaisir à recevoir Rachel, ce qui lui permettait, en plus, de proclamer une des maximes des Guermantes, à savoir qu'ils étaient trop nombreux pour épouser les querelles, presque pour prendre le deuil les uns des autres. Indépendance du « je n'ai pas à » qu'avait renforcé la politique qu'on avait dû adopter à l'égard de M. de Charlus, lequel, si on l'avait suivi, vous eût brouillé avec tout le monde. Quant à Rachel, si elle s'était en réalité donné une grande peine pour se lier avec la duchesse de Guermantes, peine que la duchesse n'avait pas su démêler sous des dédains affectés, des impolitesses voulues qui l'avaient piquée au jeu et lui avaient donné grande idée d'une actrice si peu snob,
Sans doute cela tenait d'une façon générale à la fascination que les gens du monde exercent à partir d'un certain moment sur les bohèmes les plus endurcis, parallèle à celle que ces bohèmes exercent eux-mêmes sur les gens du monde. Double reflux qui correspond à ce qu'est, dans l'ordre politique, la curiosité réciproque et le désir de faire alliance entre peuples qui se sont combattus. Mais le désir de Rachel pouvait avoir une raison plus particulière. C'est chez Madame de Guermantes, c'est de Madame de Guermantes, qu'elle avait reçu jadis sa plus terrible avanie. Rachel l'avait peu à peu non pas oublié, mais pardonné. Mais le prestige singulier qu'en avait reçu à ses yeux la duchesse ne devait s'effacer jamais. L'entretien de l'attention duquel je désirais détourner Gilberte fut du reste interrompu, car la maîtresse de maison cherchait l'actrice dont c'était le moment de réciter et qui bientôt, ayant quitté la duchesse, parut sur l'estrade. Or, pendant ce temps, avait lieu à l'autre bout de Paris un spectacle bien différent. La Berma, comme je l'ai dit, avait convié quelques personnes à venir prendre le thé pour fêter son fils et sa belle-fille. Mais les invités ne se pressaient pas d'arriver. Ayant appris que Rachel récitait des vers chez la princesse de Guermantes, ce qui scandalisait fort la Berma, grande artiste pour laquelle Rachel était restée une grue, qu'on laissait figurer dans les pièces où elle-même, la Berma, jouait le premier rôle parce que Saint-Loup lui payait ses toilettes pour la scène, scandale d'autant plus grand que la nouvelle avait couru dans Paris que les invitations étaient au nom de la princesse de Guermantes, mais que c'était Rachel qui, en réalité, recevait chez la princesse. La Berma avait réécrit avec insistance à quelques fidèles pour qu'ils ne manquassent pas à son goûter, car elle les savait être aussi amis de la princesse de Guermantes qu'ils avaient connue vers Durin. Or, les heures passaient et personne n'arrivait chez la Berma. Bloch, à qui on avait demandé s'il voulait y venir, avait répondu naïvement « Non, j'aime mieux aller chez la princesse de Guermantes. » Hélas, c'est ce qu'au fond de soi, chacun avait décidé. La Berma, atteinte d'une maladie mortelle qui la forçait à fréquenter peu de monde, avait déjà vu son état s'aggraver quand, pour subvenir aux besoins de luxe de sa fille, besoins que son gendre souffrant et paresseux ne pouvait satisfaire, elle s'était remise à jouer. Elle savait qu'elle abrégeait ses jours, mais voulait faire plaisir à sa fille, à qui elle rapportait de gros cachets, à son gendre, qu'elle détestait, mais flattait, car le sachant adoré par sa fille, elle craignait, si elle le mécontentait, qu'il la privât, par méchanceté, de voir celle-ci. La fille de la Berma, aimée en secret par le médecin qui soignait son mari, s'était laissée persuader que ces représentations de Phèdre n'étaient pas bien dangereuses pour sa mère. Elle avait en quelque sorte forcé le médecin à le lui dire, n'ayant retenu que cela de ce qu'il lui avait répondu, et parmi les objections dont elle ne tenait pas compte. En effet, le médecin avait dit ne pas voir grand inconvénient aux représentations de la Berma. Il l'avait dit parce qu'il avait senti qu'il ferait ainsi plaisir à la jeune femme qu'il aimait. Peut-être aussi par ignorance, parce qu'aussi il savait de toute façon la maladie inguérissable, et qu'on se résigne volontiers à abréger le martyre des malades quand ce qui est destiné à l'abréger nous profite à nous-mêmes. Peut-être aussi par la bête conception que cela faisait plaisir à la Berma et devait donc lui faire du bien. Bête conception qui lui avait paru justifiée quand, ayant reçu une loge des enfants de la Berma et ayant pour cela lâché tous ses malades, il l'avait trouvée aussi extraordinaire de vie sur la scène qu'elle semblait moribonde à la ville. Et en effet, nos habitudes nous permettent, dans une large mesure, permettent même à nos organes de s'accommoder d'une existence qui semblerait au premier abord ne pas être possible. Qui n'a vu un vieux maître de manège cardiaque faire toutes les acrobaties auxquelles on aurait pu croire que son cœur résisterait une minute ? La Berma n'était pas une moins vieille habituée de la scène, aux exigences de laquelle ses organes étaient si parfaitement adaptés qu'elle pouvait donner, en se dépensant avec une prudence indiscernable pour le public, l'illusion d'une bonne santé, troublée seulement par un mal purement nerveux et imaginaire. Après la scène de la déclaration à Hippolyte, la Berma avait beau sentir l'épouvantable nuit qu'elle allait passer, ses admirateurs l'applaudissaient à toute force, la déclarant plus belle que jamais.
Elle rentrait dans d'horribles souffrances, mais heureuse d'apporter à sa fille les billets bleus que, par une gaminerie de vieil enfant de la balle, elle avait l'habitude de serrer dans ses bas, d'où elle les sortait avec fierté, espérant un sourire, un baiser. Malheureusement, ces billets ne faisaient que permettre au gendre et à la fille de nouveaux embellissements de leur hôtel, contigu à celui de leur mère, d'où d'incessants coups de marteau qui interrompaient le sommeil dont la grande tragédienne aurait tant eu besoin. Selon les variations de la mode et pour se conformer au goût de monsieur de X ou de Y qu'ils espéraient recevoir, ils modifiaient chaque pièce. Et la Berma, sentant que le sommeil qui seul aurait calmé sa souffrance s'était enfui, se résignait à ne pas se rendormir, non sans un secret mépris pour ses élégances qui avançaient sa mort, rendait atroces ses derniers jours. C'est sans doute un peu à cause de cela qu'elle les méprisait, vengeance naturelle contre ce qui nous fait mal et que nous sommes impuissants à empêcher. Mais c'est aussi parce qu'ayant conscience du génie qui était en elle, ayant appris dès son plus jeune âge l'insignifiance de tous ces décrets de la mode, elle était, quant à elle, restée fidèle à la tradition qu'elle avait toujours respectée et dont elle était l'incarnation, qui lui faisait juger les choses et les gens comme 30 ans auparavant. Et par exemple juger Rachel non comme l'actrice à la mode qu'elle était aujourd'hui, mais comme la petite grue qu'elle avait connue. La Berma n'était pas du reste meilleure que sa fille. C'est en elle que sa fille avait puisé, par l'hérédité et par la contagion de l'exemple qu'une admiration trop naturelle rendait plus efficace, son égoïsme, son impitoyable raillerie, son inconsciente cruauté. Seulement, tout cela, la Berma l'avait immolé à sa fille et s'en était ainsi délivrée. D'ailleurs, la fille de la Berma n'eût-elle pas eu sans cesse des ouvriers chez elle, qu'elle eût tout de même fatigué sa mère, comme les forces attractives, féroces et légères de la jeunesse fatiguent la vieillesse, la maladie qui se surmène à vouloir les suivre. Tous les jours, c'était un déjeuner nouveau, et on eût trouvé la Berma égoïste d'en priver sa fille, même de ne pas assister au déjeuner où on comptait, pour attirer bien difficilement quelques relations récentes et qui se faisaient tirer l'oreille, sur la présence prestigieuse de la mère illustre. On la promettait à ces mêmes relations pour une fête au dehors, afin de leur faire une politesse. Et la pauvre mère, gravement occupée dans son tête-à-tête avec la mort installée en elle, était obligée de se lever de bonne heure, de sortir. Bien plus, comme à la même époque Réjane, dans tout l'éblouissement de son talent, donna à l'étranger des représentations qui eurent un succès énorme, le gendre trouva que la Berma ne devait pas se laisser éclipser, voulut que la famille ramassât la même profusion de gloire et força la Berma à des tournées où on était obligé de la piquer à la morphine, ce qui pouvait la faire mourir à cause de l'état de ses reins. Ce même attrait de l'élégance, du prestige social, de la vie, avait, le jour de la fête chez la princesse de Guermantes, fait pompe aspirante et avait amené là-bas, avec la force d'une machine pneumatique, même les plus fidèles habitués de la Berma, où, par contre et en conséquence, il y avait vide absolu et mort. Un jeune homme, qui n'était pas certain que la fête chez la Berma ne fût elle aussi brillante, était venu. Quand la Berma vit l'heure passer et comprit que tout le monde la lâchait, elle fit servir le goûter et on s'assit autour de la table, mais comme pour un repas funéraire. Rien dans la figure de la Berma ne rappelait plus celle dont la photographie m'avait, un soir de mi-carême, tant troublé. La Berma avait, comme dit le peuple, la mort sur le visage. Cette fois, c'était bien d'un marbre de l'érectéion qu'elle avait l'air. Ses artères durcies, étant déjà à demi pétrifiées, on voyait de longs rubans sculpturaux parcourir les joues avec une rigidité minérale. Les yeux mourants vivaient relativement par contraste avec ce terrible masque ossifié et brillaient faiblement comme un serpent endormi au milieu des pierres. Cependant, le jeune homme qui s'était mis à table par politesse regardait sans cesse l'heure, attiré qu'il était par la brillante fête chez les Guermantes. La Berma n'avait pas un mot de reproche à l'adresse des amis qui l'avaient lâchée et qui espéraient naïvement qu'elle ignorerait qu'ils étaient allés chez les Guermantes. Elle murmura seulement « Une Rachel donnant une fête chez la princesse de Guermantes.
Il faut venir à Paris pour voir ces choses-là. Et elle mangeait, silencieusement, et avec une lenteur solennelle, des gâteaux défendus, ayant l'air d'obéir à des rites funèbres. Le goûter était d'autant plus triste que le gendre était furieux que Rachel, que lui et sa femme connaissaient très bien, ne les eût pas invités. Son crève-cœur fut d'autant plus grand que le jeune homme invité lui avait dit connaître assez bien Rachel pour que, s'il partait tout de suite chez les Guermantes, il pût lui demander d'inviter ainsi en dernière heure le couple frivole. Mais la fille de la Berma savait trop à quel niveau infime sa mère situait Rachel et qu'elle l'eût tuée de désespoir en sollicitant de l'ancienne grue une invitation. Aussi avait-elle dit au jeune homme et à son mari que c'était chose impossible. Mais elle se vengeait en prenant pendant ce goûter des petites mines, exprimant le désir des plaisirs, l'ennui d'être privée d'eux par cette gêneuse qu'était sa mère. Celle-ci faisait semblant de ne pas voir les moux de sa fille et adressait de temps en temps d'une voix mourante une parole aimable au jeune homme, le seul invité qui fût venu. Mais bientôt, la chasse d'air qui emportait tout vers les Guermantes et qui m'y avait entraîné moi-même fut la plus forte. Il se leva et partit, laissant Phèdre ou la mort, on ne savait trop laquelle des deux c'était, achever de manger avec sa fille et son gendre les gâteaux funéraires. Nous fûmes interrompus par la voix de l'actrice qui venait de s'élever. Le jeu de celle-ci était intelligent car il présupposait la poésie que l'actrice était en train de dire comme un tout existant avant cette récitation et dont nous n'entendions qu'un fragment, comme si l'artiste passant sur un chemin s'était trouvé pendant quelques instants à portée de notre oreille. L'annonce de poésie que presque tout le monde connaissait avait fait plaisir. Mais quand on vit l'actrice, avant de commencer, chercher partout des yeux d'un air égaré, lever les mains d'un air suppliant et pousser comme un gémissement chaque mot, chacun se sentit gêné, presque choqué de cette exhibition de sentiments. Personne ne s'était dit que réciter des vers pouvait être quelque chose comme cela. Peu à peu, on s'habitue, c'est-à-dire qu'on oublie la première sensation de malaise, on dégage ce qui est bien, on compare dans son esprit diverses manières de réciter pour se dire « ceci c'est mieux, ceci moins bien ». Mais la première fois, de même que quand une cause simple, on voit un avocat s'avancer, lever en l'air les bras d'où retombe une toge, commencer d'un ton menaçant, on n'ose pas regarder ses voisins, car on se figure que c'est grotesque, mais après tout, c'est peut-être magnifique, et on attend d'être fixé. Néanmoins, les auditeurs furent stupéfaits en voyant cette femme, avant d'avoir émis un seul son, plier les genoux, tendre les bras, en berçant quelque être invisible, devenir cagneuse et tout d'un coup, pour dire des vers fort connus, prendre un ton suppliant. Tout le monde se regardait, ne sachant trop quelle tête faire, quelque jeunesse mal élevée étouffèrent un fou rire. Chacun jetait à la dérobée sur son voisin le regard furtif que dans les repas élégants, quand on a auprès de soi un instrument nouveau, fourchette à homard, râpe à sucre, etc., dont on ne connaît pas le but et le maniement, on attache sur un convive plus autorisé qui, espère-t-on, s'en servira avant vous et vous donnera ainsi la possibilité de l'imiter. Ainsi fait-on encore quand quelqu'un cite un vers qu'on ignore, mais qu'on veut avoir l'air de connaître, et à qui, comme en cédant le pas devant une porte, on laisse à un plus instruit, comme une faveur, le plaisir de dire de qui il est. Tel, en écoutant l'actrice, chacun attendait, la tête baissée ou l'œil investigateur, que d'autres prissent l'initiative de rire, ou de critiquer, ou de pleurer, ou d'applaudir. Madame de Forcheville, revenue exprès de Guermantes, d'où la duchesse était à peu près expulsée, avait pris une mine attentive, tendue, presque carrément désagréable, soit pour montrer qu'elle était connaisseuse et ne venait pas en mondaine, soit par hostilité pour les gens moins versés dans la littérature qui eussent pu lui parler d'autre chose, soit par contention de toute sa personne, afin de savoir si elle aimait ou si elle n'aimait pas, ou peut-être parce que, tout en trouvant cela intéressant, elle n'aimait pas, du moins la manière de dire certains vers. Cette attitude eût dû être plutôt adoptée, semble-t-il, par la princesse de Guermantes. Mais
Comme c'était chez elle et que, devenue aussi avare que riche, elle était décidée à ne donner que 5 roses à Rachel, elle faisait la claque. Elle provoquait l'enthousiasme et faisait la presse en poussant à tout moment des exclamations ravies. Là seulement, elle se retrouvait Verdurin, car elle avait l'air d'écouter les vers pour son propre plaisir, d'avoir eu l'envie qu'on vînt les lui dire, à elle, toute seule, et qu'il y eut par hasard là 500 personnes, ses amis, à qui elle avait permis de venir comme en cachette, assister à son propre plaisir. Cependant, je remarquais, sans aucune satisfaction d'amour-propre, car elle était vieille et laide, que l'actrice me faisait de l'œil, avec une certaine réserve d'ailleurs. Pendant toute la récitation, elle laissa palpiter dans ses yeux un sourire réprimé et pénétrant qui semblait l'amorce d'un acquiescement qu'elle eût souhaité venir de moi. Cependant, quelques vieilles dames peu habituées aux récitations poétiques disaient à un voisin « Vous avez vu ?» faisant allusion à la mimique solennelle, tragique de l'actrice et qu'elle ne savait comment qualifier. La duchesse de Guermantes sentit le léger flottement et décida de la victoire en s'écriant « C'est admirable !» au beau milieu d'un poème qu'elle crut peut-être terminé. Plus d'un invité alors tint à souligner cette exclamation d'un regard approbateur et d'une inclination de tête pour montrer moins peut-être leur compréhension de la récitante que leur relation avec la duchesse. Quand le poème fut fini, comme nous étions à côté de l'actrice, j'entendis celle-ci remercier Madame de Guermantes et, en même temps, profitant de ce que j'étais à côté de la duchesse, elle se tourna vers moi et m'adressa un gracieux bonjour. Je compris alors que c'était une personne que je devais connaître et qu'au contraire des regards passionnés du fils de M. de Vaugoubert que j'avais pris pour le bonjour de quelqu'un qui se trompait, ce que j'avais pris chez l'actrice pour un regard de désir n'était qu'une provocation contenue à se faire reconnaître et saluer par moi. Je répondis par un salut souriant au sien. « Je suis sûr qu'il ne me reconnaît pas, » dit la récitante à la duchesse. « Mais si, dis-je avec assurance, je vous reconnais parfaitement. Eh bien, qui suis-je » Je n'en savais absolument rien, et ma position devenait délicate. Heureusement, si pendant les plus beaux vers de La Fontaine, cette femme qui les récitait avec tant d'assurance n'avait pensé, soit par bonté ou bêtise ou gêne, qu'à la difficulté de me dire bonjour, pendant les mêmes beaux vers, Bloch n'avait songé qu'à faire ses préparatifs pour pouvoir, dès la fin de la poésie, bondir comme un assiégé qui tente une sortie et passant, sinon sur le corps, du moins sur les pieds de ses voisins, venir féliciter la récitante, soit par une conception erronée du devoir, soit par désir d'ostentation. « Comme c'est drôle de voir ici Rachel, me dit-il à l'oreille. » Ce nom magique rompit aussitôt l'enchantement qui avait donné à la maîtresse de Saint-Loup la forme inconnue de cette immonde vieille. Sitôt que je sus qui elle était, je la reconnus parfaitement. « C'était bien beau, dit-il à Rachel, et ayant dit ces simples mots, son désir étant satisfait, il repartit et eut tant de peine et fit tant de bruit pour regagner sa place que Rachel dut attendre plus de 5 minutes avant de réciter la seconde poésie. Quand elle eut fini celle-ci, les 2 pigeons, Madame de Morienval s'approcha de Madame de Saint-Loup, qu'elle savait fort lettrée, sans se rappeler qu'elle avait l'esprit subtil et sarcastique de son père. « C'est bien la fable de La Fontaine, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-elle, croyant bien l'avoir reconnue, mais n'étant pas absolument certaine, car elle connaissait fort mal les fables de La Fontaine et, de plus, croyait que c'étaient des choses d'enfants qu'on ne récitait pas dans le monde. Pour avoir un tel succès, l'artiste avait sans doute pastiché des fables de La Fontaine, pensait la bonne dame. Or, Gilberte l'enfonça sans le vouloir dans cette idée, car n'aimant pas Rachel et voulant dire qu'il ne restait rien des fables avec une diction pareille, elle le dit de cette manière trop subtile qui était celle de son père et qui laissait les personnes naïves dans le doute sur ce qu'il voulait dire. Un quart est de l'invention de l'interprète, un quart de la folie, un quart n'a aucun sens, le reste est de La Fontaine. Ce qui permit à Madame de Morienval de soutenir que ce qu'on venait d'entendre n'était pas les 2 pigeons de La Fontaine, mais un arrangement où tout au plus un quart était de La Fontaine, ce qui n'étonna personne, vu l'extraordinaire ignorance du public.
Mais un des amis de Bloch étant arrivé en retard, celui-ci eut la joie de lui demander s'il n'avait jamais entendu Rachel, de lui faire une peinture extraordinaire de sa diction en exagérant et en trouvant tout d'un coup à raconter, à révéler à autrui cette diction moderniste, un plaisir étrange qu'il n'avait nullement éprouvé à l'entendre. Puis Bloch, avec une émotion exagérée, félicita Rachel sur un ton de fausset et présenta son ami qui déclara n'admirer personne autant qu'elle. Et Rachel, qui connaissait maintenant des dames de la haute société et, sans s'en rendre compte, les copiait, répondit « Oh, je suis très flattée, très honorée par votre appréciation. » L'ami de Bloch lui demanda ce qu'elle pensait de la Berma. « Oh, pauvre femme, il paraît qu'elle est dans la dernière misère. Elle n'a pas été, je ne dirais pas sans talent, car ce n'était pas au fond du vrai talent. Elle n'aimait que des horreurs. Mais enfin, elle a été utile, certainement. Elle joua d'une façon plus vivante que les autres. Et puis c'était une brave personne, généreuse. Elle s'est ruinée pour les autres. Et comme voilà bien longtemps qu'elle ne fait plus un sou, parce que le public, depuis bien longtemps, n'aime pas du tout ce qu'elle fait. Du reste, ajouta-t-elle en riant, je vous dirais que mon âge ne m'a pas permis de l'entendre naturellement, que tout à fait dans les derniers temps, et quand j'étais moi-même trop jeune pour me rendre compte. Elle ne disait pas très bien les vers, hasarda l'ami de Bloch pour flatter Rachel qui répondit « Oh, ça, elle n'a jamais su en dire un. C'était de la prose, du chinois, du volapük, tout excepté un vers. » Mais je me rendais compte que le temps qui passe n'amène pas forcément le progrès dans les arts. Et de même que tel auteur du XVIIe siècle, qui n'a connu ni la Révolution française, ni les découvertes scientifiques, ni la guerre, peut être supérieur à tel écrivain d'aujourd'hui, et que peut-être même Fagon était un aussi grand médecin que du Boulbon, la supériorité du génie compensant ici l'infériorité du savoir, de même la Berma était, comme on dit, à 100 pics au-dessus de Rachel, et le temps, en la mettant en vedette en même temps qu'Elstir, avait surfait une médiocrité et consacré un génie. Il ne faut pas s'étonner que l'ancienne maîtresse de Saint-Loup débinât la Berma, elle l'eût fait quand elle était jeune. Ne l'eût-elle pas fait alors qu'elle l'eût fait maintenant? Qu'une femme du monde, de la plus haute intelligence, de la plus grande bonté, se fasse actrice, déploie dans ce métier nouveau pour elle de grand talent, n'y rencontre que des succès, on s'étonnera, si on se trouve auprès d'elle après longtemps, d'entendre non son langage à elle, mais celui des comédiennes, leur rosserie spéciale envers les camarades, ce qu'ajoute à l'être humain quand ils ont passé sur lui 30 ans de théâtre. Rachel les avait et ne sortait pas du monde. On peut dire ce qu'on veut, c'est admirable, cela a de la ligne, du caractère, c'est intelligent, personne n'a jamais dit les vers comme ça, dit la duchesse craignant que Gilberte ne débinât. Celle-ci s'éloigna vers un autre groupe pour éviter un conflit avec sa tante, laquelle d'ailleurs me dit de Rachel que des choses fort ordinaires. Madame de Guermantes, au déclin de sa vie, avait senti s'éveiller en soi des curiosités nouvelles. Le monde n'avait plus rien à lui apprendre. L'idée qu'elle y avait la première place était aussi évidente pour elle que la hauteur du ciel bleu par-dessus la terre. Elle ne croyait pas avoir à affermir une position qu'elle jugeait inébranlable. En revanche, lisant, allant au théâtre, elle eût souhaité avoir un prolongement de ses lectures, de ses spectacles, comme jadis dans les 3 petits jardins où on prenait de l'orangeade. Tout ce qu'il y avait de plus exquis dans le grand monde venait familièrement parmi les brises parfumées du soir et les nuages de pollen entretenir en elle le goût du grand monde. De même, maintenant, un autre appétit lui faisait souhaiter savoir les raisons de telles polémiques littéraires, connaître les auteurs, voir les actrices. Son esprit fatigué réclamait une nouvelle alimentation. Elle se rapprocha pour connaître les uns et les autres des femmes avec qui jadis elle n'eût pas voulu échanger de cartes et qui faisaient valoir leur intimité avec le directeur de telle revue dans l'espoir d'avoir la duchesse. La première actrice invitée crut être la seule dans un milieu extraordinaire, lequel parut plus médiocre à la seconde quand elle vit celle qui l'y avait précédée. La duchesse, parce qu'à certains soirs elle recevait des souverains, croyait que rien n'était changé à sa situation. En réalité, elle, la seule d'un sang vraiment sans alliage, elle qui, étant née Guermantes, pouvait signer Guermantes quand elle ne signait pas la duchesse de Guermantes,
Elle qui, à ses belles sœurs même, semblait quelque chose de plus précieux, comme un Moïse sauvé des eaux, un Christ échappé en Égypte, un Louis XVII enfui du temple, le pur du pur, maintenant sacrifiant sans doute à ce besoin héréditaire de nourriture spirituelle qui avait fait la décadence sociale de Madame de Villeparisis, elle était devenue elle-même une Madame de Villeparisis, chez qui les femmes snobs redoutaient de rencontrer telle ou telle, et de laquelle les jeunes gens, constatant le fait accompli sans savoir ce qui l'a précédé, croyaient que c'était une guermante d'une moins bonne cuvée, d'une moins bonne année, une guermante déclassée. Mais puisque les meilleurs écrivains cessent souvent aux approches de la vieillesse ou après un excès de production d'avoir du talent, on peut bien excuser les femmes du monde de cesser, à partir d'un certain moment, d'avoir de l'esprit. Swann ne retrouvait plus dans l'esprit dur de la duchesse de Guermantes le fondu de la jeune princesse des Laumes. Sur le tard, fatiguée au moindre effort, Madame de Guermantes disait énormément de bêtises. Certes, à tout moment, et bien des fois, au cours même de cette matinée, elle redevenait la femme que j'avais connue et parlait des choses mondaines avec esprit, mais à côté de cela, bien souvent, il arrivait que cette parole pétillante sous un beau regard et qui, pendant tant d'années, avait tenu sous son sceptre spirituel les hommes les plus éminents de Paris, scintillât encore, mais pour ainsi dire, à vide. Quand le moment de placer un mot venait, elle s'interrompait pendant le même nombre de secondes qu'autrefois. Elle avait l'air d'hésiter, de produire, mais le mot qu'elle lançait alors ne valait rien. Combien peu de personnes d'ailleurs s'en apercevaient. La continuité du procédé leur faisait croire à la survivance de l'esprit, comme il arrive à ces gens qui, superstitieusement attachés à une marque de pâtisserie, continuent à faire venir leurs petits fours d'une même maison, sans s'apercevoir qu'ils sont devenus détestables. Déjà pendant la guerre, la duchesse avait donné des marques de cet affaiblissement. Si quelqu'un disait le mot culture, elle l'arrêtait, souriait, allumait son beau regard et lançait la culture, ce qui faisait rire les amis qui croyaient retrouver là l'esprit des Guermantes. Et certes, c'était le même moule, la même intonation, le même sourire qui avait ravi Bergotte, lequel du reste avait aussi gardé ces mêmes coupes de phrases, ces interjections, ces points suspensifs, ces épithètes, mais pour ne rien dire. Mais les nouveaux venus s'étonnaient et parfois disaient, s'il n'était pas tombé un jour où elle était drôle et en pleine possession de ses moyens, « Comme elle est belle !»